Écoutez, mes chers collègues, nous allons reprendre nos auditions. Permettez juste de dire, avec monsieur le rapporteur et notre collègue Mireille Jouve, nous avons visité vendredi dernier, nous sommes rendus en Haute-Savoie pour visiter donc les sites à Évian et à Thonon des groupes Danone et Alma. Et ça s'est bien passé, n'est-ce pas, monsieur le rapporteur? Je trouve que c'était très instructif pour nous tous. Et donc nous reprenons cette semaine nos traditionnelles auditions de notre commission d'enquête avec l'audition de M. Nicolas Bouvier, qui est consultant en relations publiques au cabinet Brunswick, représentant d'intérêt du groupe Nestlé. Monsieur, je suis tenu de vous rappeler qu'un faux témoignage devant notre commission d'enquête est passible des peines prévues aux articles 434-13, 434-14 et 434-15 du Code pénal, et notamment de 5 ans d'emprisonnement et 75 000 € d'amende. Je vous invite à prêter serment de dire toute la vérité, rien que la vérité, en levant la main droite et en disant « Je le jure ». Je le jure. Merci beaucoup. Également, je vous rappelle qu'il n'y a pas de droit au silence devant une commission d'enquête, qui n'est pas un tribunal, dès lors qu'elle est dépourvue de finalité répressive, mais une instance destinée à faire la lumière sur des processus ou des services, à recueillir des informations et contrôler l'action du gouvernement grâce aux pouvoirs d'investigation spécifiques qui lui sont retenus. Il en résulte que, selon la loi, la personne qui ne refuse de déposer ou de prêter serment devant une commission d'enquête est passible de 2 ans d'emprisonnement et 7 500 € d'amende. Si vous estimez par contre, monsieur, et c'est tout à fait votre droit, que votre réponse est de nature à aller à l'encontre du secret professionnel ou des affaires, et donc vous ne souhaitez pas communiquer publiquement, il vous est loisible, et je vous ferai droit de votre demande, de demander à procéder à sa transmission en marge de l'audition publique ou par écrit à notre commission. Donc je rappelle que, bien sûr, cette audition est retransmise sur le site du Sénat. Je ne rappelle pas que depuis l'historique de notre commission d'enquête, et je veux juste rappeler qu'aujourd'hui, donc, cette audition a pour objectif de faire la lumière sur la relation entre Nestlé Water et les services de l'État, en particulier au sein des ministères. En effet, nous retrouvons votre nom à de multiples reprises dans la documentation qui nous a été transmise par les 10 ministères. Donc, les questions qui vous seront posées: pourquoi Nestlé Water a-t-elle fait appel à vos services plutôt qu'à sa direction des affaires publiques? Pourquoi une telle insistance auprès des pouvoirs publics jusqu'à maintenant? Et quels points ont été évoqués en votre présence? Voici quelques thèmes sur lesquels notre rapporteur, et je lui fais entièrement confiance, va vous interroger. Nous vous proposons donc de dérouler cette audition en 3 temps. Vous pourrez présenter, si vous le souhaitez, dans un rapport préliminaire de 20 minutes à peu près, parce qu'en gros, on part sur 1h30 d'audition, monsieur le rapporteur, donc vingtaine de minutes pour vos préliminaires. Puis la parole sera donnée à monsieur le rapporteur pour les questions qu'il souhaite. Et enfin, bien sûr, nos collègues que je salue et que je remercie d'être présents et présentes en plus grand nombre pourront vous poser, bien sûr, toutes les questions que vous souhaitez. Donc, monsieur Bouvier, je vous remercie d'avoir bien voulu venir devant notre commission et je vous laisse tout de suite la parole. Merci. Monsieur le Président, Monsieur le rapporteur, Mesdames les sénatrices, Messieurs les sénateurs, Mesdames, Messieurs, je vous remercie de me donner l'occasion de m'exprimer devant vous aujourd'hui. Mon nom a été cité plusieurs fois ici même, et il me semble donc important de pouvoir vous apporter ma contribution en direct. Je suis, depuis 2016, associé chez Brunswick, un cabinet de conseil spécialisé en communication stratégique, communication de crise et affaires publiques. Et j'ai au total plus de 30 ans d'expérience dans ces domaines, ayant exercé au sein de plusieurs cabinets de conseil depuis 1989. En parallèle, je suis depuis longtemps investi dans la promotion de la déontologie professionnelle, à ce titre membre de l'Association française des conseils en lobbying et affaires publiques, AFCL, dont j'ai exercé la présidence de 2019 à 2023 et reste engagé en tant que vice-président. Ma mission pour le compte de Nestlé Waters a démarré en juin 2022 et je vais la détailler dans quelques instants. Mais puisque je suis sollicité pour apporter mon éclairage sur ma mission de représentation d'intérêts, je souhaite tout d'abord évoquer ce métier, la représentation d'intérêts, dont la loi pose, comme vous le savez, une définition et impose également des obligations d'enregistrement de fiches d'activité auprès de la Haute Autorité de Transparence de la Vie Publique, HATVP, que vous connaissez. 2 mots de définition tout d'abord. Une entreprise fait face à des enjeux
développe son activité, déploie une stratégie, envisage des projets, investit, prend des engagements et se trouve donc naturellement amené à dialoguer régulièrement avec les autorités, en particulier avec celles qui exercent leur tutelle sur son secteur. Ce dialogue, au sens large, s'inscrit dans ce que l'on appelle en général les affaires publiques. De manière plus resserrée, et lorsqu'une décision publique est en jeu, il va s'agir de ce que la loi définit aujourd'hui comme étant de la représentation d'intérêts. Les représentants d'intérêts sont donc des salariés d'entreprises, de fédérations professionnelles, d'ONG, ou, comme dans mon cas, des conseils intervenant pour le compte et en accompagnement de leurs clients. Cette représentation d'intérêts consiste donc à interagir de manière transparente avec les acteurs de la décision publique au travers d'un partage d'informations, d'expertise, d'analyse et de propositions visant à éclairer l'élaboration et la mise en œuvre des décisions publiques. Pour les décideurs publics, ce partage d'informations doit bien entendu s'opérer dans un cadre contradictoire. Le représentant d'intérêt a en effet, comme je l'ai dit, vocation à contribuer aux réflexions des décideurs, jamais à s'y substituer. Je me permets d'insister, contribuer à la réflexion des décideurs, jamais à s'y substituer. Car il appartient bien ensuite aux décideurs publics et à eux seuls de faire des choix et d'opérer une synthèse entre différentes considérations. Ce sont eux, et uniquement eux, qui par la loi, le décret ou autre, tranchent ou arrêtent la décision publique. Ce respect de la décision publique est essentiel à notre déontologie professionnelle. La profession n'a d'ailleurs pas attendu la loi Sapin II pour prendre ses responsabilités. Dès 1991, elle s'est dotée d'une charte de déontologie qui engage ceux qui y souscrivent. Cette charte, mise à jour à plusieurs reprises, repose sur quelques grands principes: incompatibilité professionnelle, absence de rémunération des élus et agents publics, obligation de moyens et non de résultats, transparence dans les contacts, intégrité de l'information transmise. Également antérieure à Sapin II, et comme vous le savez, des systèmes de registres volontaires pour les représentants d'intérêts avaient été mis en place au Parlement, 2009 à l'Assemblée nationale, 2010 au Sénat. Mais ils n'étaient que d'une efficacité limitée, du fait d'une part du caractère volontaire de l'inscription et parce qu'ils ne couvraient que le Parlement d'autre part. La loi Sapin II a ainsi eu le mérite de poser dans le droit français une définition claire de ce métier, de rendre l'enregistrement obligatoire, de l'étendre aux interactions avec la sphère exécutive et de poser un cadre déontologique auquel nous souscrivons bien sûr, reposant en particulier sur la transparence et la probité. La mise en œuvre de ce dispositif s'effectue sous le contrôle de la HATVP. Avant de passer au contenu de ma mission pour Nestlé Waters, permettez-moi de partager l'extrait suivant. Je cite : « L'activité des représentants d'intérêts est pleinement légitime, les parlementaires étant à l'écoute de la société civile dans toute sa diversité. Elle doit toutefois être suffisamment encadrée et transparente pour garantir le bon déroulement du débat parlementaire. Il s'agit là de l'introduction aux 10 bons réflexes pour gérer les relations avec les représentants d'intérêts, établis par le comité de déontologie du Sénat. Elle résume bien ma vision de ce métier. Concernant maintenant la mission qui a été la mienne pour le compte de Nestlé Waters, je tiens à souligner que cette mission s'inscrit totalement dans le cadre de l'approche professionnelle déontologique que je viens de vous présenter. Cette mission était une mission de conseil et d'accompagnement en communication stratégique, communication de crise et affaires publiques, avec un volet de représentation d'intérêts que je vais détailler. Cette mission, donc, sur le sujet des eaux minérales en France, a débuté en juin 2022. L'entreprise m'a contacté à un moment où elle souhaitait accélérer la mise en œuvre de son plan de transformation, alors qu'elle était sans nouvelles ni du ministère de l'Industrie, depuis la première réunion plusieurs fois évoquée devant votre commission d'août 2021, ni de la mission IGAS. À ce moment-là, Nestlé Waters était en attente de la position des autorités afin de mettre en œuvre tous les aspects de son plan de transformation sous leur contrôle pour mettre fin à sa situation de non-conformité. Un mot de contexte peut-être au sujet de la mission IGAS. Suite à son lancement, les 2 sites de Nestlé Waters ont été invités à répondre à un questionnaire très complet, mais seul le site des Vosges a fait l'objet d'une visite de l'ARS. Au moment où je suis sollicité par Nestlé Waters, il y a donc un décalage d'informations entre, d'une part, l'ARS Grand Est, pleinement informée de la situation du site des Vosges, et l'ARS Occitanie, qui ne dispose pas de cette vision pour le site du Gard. De ce fait, l'une des questions que nous souhaitions
pouvoir aborder avec les autorités nationales était celle de l'information des autorités dans le Gard. La chronologie qui suit remet en perspective les principales étapes de ma mission et les rendez-vous organisés pour Nestlé Waters, auxquels j'ai participé pour la plupart. Suite au changement de gouvernement en mai 2022, les interlocuteurs initiaux au sein du cabinet de l'industrie n'étaient plus en place, et j'ai donc sollicité en juin 2022, pour le compte de Nestlé Waters, un rendez-vous avec le cabinet de M. Bruno Le Maire, ministre de l'Économie. Ce choix me paraissait pertinent au vu de la double tutelle de ce ministre sur l'industrie et sur la consommation. Nous rencontrons donc M. Antonin Dumont, conseiller consommation du ministre de l'Économie, le 8 juillet 2022, accompagné de Mesdames Sudéry et Bald de la DGCCRF. Ce rendez-vous avait vocation à souligner que Nestlé Waters restait pleinement mobilisé pour sortir de sa situation et s'interroger sur l'état d'avancement de la mission IGAS, ce à quoi nous n'avons pas obtenu de réponse. Parallèlement, et comme vous le savez, le directeur général du groupe Nestlé de l'époque, M. Marc Schneider, invité au sommet Choose France du 11 juillet 2022, y a rencontré M. Alexis Kohler, secrétaire général de l'Élysée, et M. Victor Blonde, un des conseillers de l'Élysée et de Matignon, en charge notamment de la consommation. Je n'ai pas assisté à cette rencontre, qui portait principalement sur le sujet des investissements industriels de Nestlé en France, mais sur le sujet des eaux minérales, j'ai compris que M. Kohler a indiqué que ce dossier était du ressort du gouvernement. J'ai donc pris attache avec M. Victor Blonde pour pouvoir évoquer le dossier en détail. Nous le rencontrons à Matignon le 2 août 2022. Il nous a écoutés, ne nous a pas donné d'informations et nous a invités à poursuivre l'échange avec les cabinets des ministres en charge de la santé et de l'industrie. Le 24 août 2022, nous rencontrons M. Charles-Emmanuel Barthélemy, conseiller produits de santé du ministre de la Santé, dont le cabinet avait été sollicité mi-juillet. Il nous a écoutés, il ne nous a pas non plus donné d'informations. 9 septembre 2022, nous rencontrons Mme Adrienne Bretons, directrice de cabinet du ministre de l'Industrie, et Mme Mathilde Bouchardon, conseillère technique en charge de la santé et de l'agroalimentaire. Elles nous ont écoutés et ne nous ont pas apporté plus d'informations non plus. Le 29 septembre 2022, nouvelle réunion à Matignon avec M. Victor Blonde et M. Cédric Arcos, conseiller santé au cabinet de la Première ministre. Il s'agissait ici de présenter plus en détail les options envisageables pour Nestlé Waters afin de mener à bien son plan de transformation, c'est-à-dire notamment poursuivre le retrait des traitements non autorisés et solliciter l'arbitrage du gouvernement sur le type de microfiltration utilisé. En outre, nous avons évoqué l'absence du retour du cabinet de M. Brown et il nous a été indiqué que l'échange se poursuivrait avec le cabinet de Mme Agnès Firmin-Lebaudot, ministre déléguée chargée de l'organisation territoriale et des professions de santé. 2 réunions se sont tenues avec Mme Epaillard, sa directrice de cabinet, et M. Pierre Breton, son conseiller technique en charge de la santé environnementale, les 24 octobre et 9 novembre 2022. Mme Mathilde Bouchardon a également assisté à ces réunions. Ces réunions visaient à poursuivre les échanges concernant la perspective de la mise en place du plan de transformation de Nestlé Waters dans les Vosges et dans le Gard, concernant le retard d'information de l'ARS Occitanie évoqué précédemment. Mme Epaillard, à l'issue de la réunion du 24 octobre, a demandé au directeur général de l'ARS Occitanie, M. Didier Jaffre, d'entrer en contact avec nous. Le 3 novembre 2022, nous avons donc eu un échange téléphonique avec M. Didier Jaffre et Mme Catherine Chaumat, directrice de la santé publique au sein de l'ARS Occitanie. Ils ont été complètement informés de la situation sur le site de Vergès et une visite détaillée du site a été organisée le 29 novembre 2022, visite à laquelle je n'ai pas assisté. En décembre 2022 et janvier 2023, différents échanges téléphoniques ou par email se sont tenus pour répondre aux demandes et questions des cabinets. Le 20 février 2023, nous avons été invités à une réunion à Bercy avec les 2 cabinets, santé et industrie, c'est-à-dire Mme Isabelle Epaillard, M. Pierre Breton et Mme Mathilde Bouchardon. Mme Adrienne Bretons devait participer, mais il y a eu un empêchement de dernière minute, si je me souviens bien. Ce rendez-vous visait à nous restituer la teneur de l'arbitrage interministériel. Nous n'avons pas eu transmission du bleu de Matignon,
mais seulement la lecture des passages concernant Nestlé Waters. Avant de poursuivre cette chronologie, permettez-moi de souligner qu'elle illustre bien, à mes yeux, la dualité du processus de décision publique. D'une part, des interactions entre l'entreprise et différents interlocuteurs publics qui ne partagent pas toute leur connaissance du dossier, ce qui peut laisser penser à l'entreprise que les choses n'avancent pas, alors que d'autre part, des échanges entre cabinets, administration et autorités se poursuivent très probablement en parallèle. Pour reprendre maintenant le fil de la chronologie, la période suivant l'arbitrage interministériel, entre mars et décembre 2023, a été consacrée à la mise en œuvre par Nestlé Waters de son plan de transformation. Durant cette période, des échanges ont bien sûr eu lieu avec les autorités locales, ARS et préfectures, pour les sites des Vosges et du Gard. Je n'ai pas organisé ni assisté à ces échanges. J'ai seulement échangé en avril 2023 avec Madame Marie-Françoise Lecaillon, préfète du Gard, pour lui transmettre des documents préparatoires à l'une de ces réunions. En parallèle, sur le volet commercial du plan de transformation, le 29 juin 2023, une réunion à la DGCCRF a été organisée avec Mesdames Cluzel, Servoz, Topin et De Kneut pour présenter le projet de nouvelle gamme de boissons Maison Perrier, qui devait être lancé quelques mois plus tard. Ensuite, et jusqu'en janvier 2024, les échanges avec les cabinets, principalement de l'industrie, se sont poursuivis pour les tenir au courant de la mise en œuvre du plan de transformation et de l'application au niveau local de l'arbitrage interministériel. À partir de 2024, le plan de transformation de Nestlé Waters est achevé d'un point de vue opérationnel sur les sites des Vosges et du Gard. Et les relations avec les autorités se poursuivent principalement au niveau local pour la finalisation des arrêtés préfectoraux, relations auxquelles je n'ai pas été associé. Quelques rendez-vous ont été sollicités et organisés au niveau national. Je les cite. Fin janvier 2024, entretien téléphonique de courtoisie que M. Schneider, directeur général du groupe Nestlé à l'époque, a souhaité avoir avec M. Keller au moment où le plan de transformation est rendu public dans la presse. Je n'ai pas assisté à cet entretien. J'ai aussi sollicité des échanges avec M. Arcos pour le tenir informé du suivi en tant que, d'une part, directeur de cabinet du ministre de la Santé du gouvernement de M. Gabriel Attal au printemps 2024, puis en tant que conseiller santé du Premier ministre Michel Barnier début octobre, toujours 2024. Ensuite, le 10 octobre 2024, rendez-vous avec M. Keller pour permettre à M. Laurent Frex, nouveau directeur général du groupe Nestlé, de se présenter à l'occasion de son premier déplacement en France. Il y est accompagné de Mme Muriel Liénaud, également à l'époque directrice générale de Nestlé France. Je n'y ai pas assisté. Suite à ce rendez-vous, nous avons sollicité des entretiens auprès des cabinets en charge de la santé et de l'industrie du gouvernement de M. Michel Barnier pour les tenir au courant. Le 4 novembre 2024, un rendez-vous s'est tenu dans ce cadre avec M. Louis Culot, conseiller agroalimentaire au cabinet du ministre délégué chargé de l'industrie, et avec M. Thibault-Henri de Villeneuve, conseiller en charge de la protection des consommateurs au cabinet de la secrétaire d'État en charge de la consommation. Suite à la rencontre d'octobre, j'ai sollicité les 18 novembre et 17 décembre 2024 des entretiens téléphoniques pour Mme Liénaud avec M. Keller afin, dans un contexte d'instabilité gouvernementale, de les tenir au courant, notamment de l'annonce de la création de Nestlé Waters and Premium Beverages, une entité autonome au sein du groupe Nestlé qui devait voir le jour le 1er janvier 2025. Comme vous l'avez constaté, certaines demandes de rendez-vous ne se concrétisent pas nécessairement. Vous ayant transmis hier, conformément à votre demande, l'ensemble des rendez-vous sollicités ou effectués dans ce cadre, il ne m'a pas semblé nécessaire de les réévoquer systématiquement dans cette chronologie. Mais je me tiens bien entendu à votre disposition si vous souhaitez y revenir. Pour conclure, je tiens à souligner que tous les échanges avec les décideurs publics autour du plan de transformation de Nestlé Waters ont été menés dans le respect du cadre légal applicable à la représentation d'intérêts, en toute transparence et sans aucune pression. En particulier, les actions relevant de la représentation d'intérêts au sens de la HATVP
ont fait l'objet de fiches d'activité sur le répertoire public. Je souhaite ajouter que j'ai, dès l'origine, compris que cette mission correspondait à la volonté de la direction de Nestlé Waters de mettre fin aux traitements non autorisés et d'opérer, sous le contrôle des autorités, la transformation de ses activités en France. En accompagnant Nestlé Waters dans ses interactions avec les décideurs publics, j'ai veillé à exercer mon métier avec rigueur et responsabilité, en relayant la voix et l'expertise de l'entreprise dans un cadre conforme aux règles de la représentation d'intérêts. Je vous remercie de votre écoute et me tiens à votre disposition pour répondre à vos questions. Merci, Monsieur Bouvier, pour vos propos préliminaires. Je laisse tout de suite la parole à Monsieur le rapporteur. Merci, Président. Merci, Monsieur Bouvier, chers collègues. Alors, pour peut-être commencer et revenir sur quel a été votre historique dans la relation avec Nestlé Waters, vous nous disiez tout à l'heure que vous avez été missionné pour la première fois, si je ne dis pas de bêtises, en 2022 par Nestlé Waters. C'est la première fois que vous travaillez avec eux de toute votre histoire professionnelle? Oui, c'est en mai 2022 que je travaille avec Nestlé Waters pour la première fois. D'accord. Est-ce que vous savez qui les accompagnait avant? Est-ce que vous avez partagé, je ne sais pas, je sais que dans certains cabinets d'avocats, lorsqu'il y a un transfert de dossier, il y a une forme de tuilage. Est-ce que vous saviez avec qui ils travaillaient avant d'une manière ou d'une autre? Non, j'ai pas cette connaissance-là. D'accord. La seule chose que je sais, c'est que sur le sujet de la représentation d'intérêts, comme vous le savez, il y a la fameuse réunion du 31 août 2021 qui avait été organisée par les responsables des affaires publiques de Nestlé France. D'accord. Donc, voilà, à votre connaissance, à ma connaissance, c'est le seul élément, préalable sur le volet représentation d'intérêts dans ce dossier. Donc, du coup, avant mai 2022. Mais donc, du coup, en août 2021, à votre connaissance, c'est en fait encore fait maison, si je puis m'exprimer ainsi, puisque vous dites que c'est la direction interne de Nestlé qui organise les choses. En tout cas, c'est ce que, à votre connaissance, vous savez. C'est ma compréhension. C'est votre compréhension. Et vous n'avez pas connaissance d'un travail antérieur de Nestlé avec l'un ou l'autre, un acteur du secteur. Vous n'avez pas eu vent? Aucunement. Non, jamais entendu parler, même... D'accord. Non, pas du tout. D'accord. Alors, quand Nestlé vient vous voir en 2022, j'imagine qu'ils vous font une sorte de briefing de la situation. Vous avez l'air de dire qu'en plus, le fonctionnement usuel, c'est plutôt de gérer les choses maison. Donc, qu'est-ce qui fait, dans le briefing qui vous est fait, que vous comprenez l'urgence, la gravité de la situation pour Nestlé, qui justifie qu'il ait recours à vos services? Et quelle est votre... je ne sais pas comment exprimer les choses, votre spécialité qui fait qu'il se tourne vers vous? Comment vous comprenez ce choix? Alors, ouais. Je pense qu'il y a plusieurs éléments. Il y a d'abord l'urgence de la situation, elle me paraît à l'époque évidente. Nestlé utilise des traitements qui ne sont pas conformes et souhaite sortir de cette situation, raison pour laquelle Nestlé est allé présenter cette situation au cabinet du ministre de l'Industrie de l'époque en août 2021. Premier élément d'urgence. Deuxième élément d'urgence, une mission de l'IGAS a été diligentée dans l'intervalle, donc de mémoire, je crois que c'est à la fin de l'automne 2021 que cette mission a été diligentée. Nestlé a été sollicité pour y répondre au printemps 2022. Et à la fin du printemps, au moment où ils m'approchent, ils sont sans nouvelles ni de l'un ni de l'autre, et donc sont perplexes quant à la manière de devoir faire avancer les choses, étant entendu qu'il y avait de leur part une volonté de passer en mode opérationnel de transformation sous le contrôle des autorités. D'accord. Et alors, quel briefing vous est fait? Qu'est-ce que vous apprenez sur la fraude, sa durée, sa profondeur, son périmètre? J'imagine que dans ce cadre-là, pour pouvoir travailler convenablement, on doit poser un certain nombre de questions. Voilà. Qu'est-ce qui vous est dit sur la situation que vous aurez à gérer à ce moment-là? Qu'est-ce qui est partagé comme information avec vous? Alors, ce qui m'est dit, c'est que dans le cadre de la mission de l'IGAS, tout a été révélé aux autorités, que Nestlé, effectivement, utilise en particulier deux traitements, les ultraviolets et les filtres à charbon actif,
qui ne sont pas autorisés en France pour les eaux minérales naturelles et qu'ils souhaitent pouvoir passer à autre chose, retirer ces traitements de leur site. Et vous comprenez qu'ils utilisent peut-être, est-ce que vous comprenez pourquoi ils utilisent ces traitements? C'est-à-dire que, est-ce qu'ils le font parce que, dans votre compréhension, il y a un problème sur la pureté originelle de l'eau, qui va d'ailleurs les conduire à retirer un certain nombre de puits, que ce soit dans les Vosges ou en Occitanie, de la commercialisation des eaux minérales naturelles, donc un problème de pollution de l'eau, de problème de qualité, qui d'ailleurs, il y avait eu des épisodes répétés alors même que les filtres étaient présents, enfin alors même que les traitements interdits étaient présents? Ou est-ce que vous comprenez qu'on est face à une question de vétusté des infrastructures ou de sous-investissement, et donc avec ces filtres, finalement, on parvient à faire en sorte que les filtres corrigent la vétusté des infrastructures? Et donc, voilà, comment vous comprenez les choses? Parce qu'on sait qu'après, il faut un plan de transformation relativement massif. Quelle est votre compréhension? Pourquoi ils passent de l'ombre à la lumière à ce moment-là? Et qu'est-ce qui le motive chez eux? Alors, vous avez ces questions, vous le comprenez ou... Oui, je comprends bien votre question. Ce que j'en comprends n'est ni lié à une vétusté particulière, ni à un enjeu particulier de pureté originelle. Ce que j'en comprends, et je ne suis pas spécialiste du tout du sujet, c'est vraiment en toute humilité, c'est que ces deux traitements participent à l'ensemble du dispositif qui a été mis en place pour assurer la qualité et la sécurité sanitaire des eaux produites. Donc les traitements visent à la sécurité sanitaire, c'est ce que vous comprenez? Je comprends qu'ils participent au dispositif de sécurité dans sanitaire, son ensemble de qualité et de sécurité sanitaire. Et donc, en les retranchant, une question de sécurité sanitaire est donc posée. Oui, tout à fait. Et c'est la raison pour laquelle ce retrait ne pouvait être effectué du jour au lendemain et qu'il devait être fait de manière organisée. Et Nestlé souhaitait que ce soit... Retrait ou d'ailleurs maintien, vu qu'il y a des puits qui continuent à être exploités comme ceci, mais avec l'appellation Maison Perrier désormais, puisque ces traitements, ils existent aujourd'hui sur l'eau de boisson Maison Perrier, qui n'est plus une eau minérale naturelle. Oui, parce que c'est une réglementation, comme vous le savez, différente. Exactement. Et non, je ne suis pas en train de dire le contraire. Je suis en train juste de le signifier pour ceux qui nous regardent sur un certain nombre de puits où Nestlé nous explique que la qualité de l'eau n'est plus stabilisée de la même manière. Ces filtres sont toujours nécessaires et donc ça a aussi appelé un changement de dénomination commerciale et donc Maison Perrier, qui est une eau de boisson et qui n'est plus une eau minérale naturelle. Peut-être pour poursuivre un petit peu sur la manière dont les choses se sont passées avec les pouvoirs publics, qui est peut-être le cœur, mais le cœur de ça. Juste, je reviens avec une dernière question. C'est une question qui compte pour nous et on a beaucoup de mal à avoir la réponse du côté de Nestlé. Depuis combien de temps tout cela durait? Est-ce qu'ils vous l'ont dit? Non. D'accord. Je ne sais pas. Vous ne savez pas, vous n'avez aucun échange là-dessus? Je ne sais pas. D'accord. Je suis navré, j'ai pas cette... Non, mais vous m'avez l'air navré, donc je veux bien... Non, mais que vous votre le soyez. Votre question n'est pas illégitime, mais ma réponse est que je n'en ai pas la moindre idée. D'accord. Je n'ai pas eu cette connaissance de cette information. D'accord. Merci beaucoup. Je vous en prie. Peut-être, si on revient sur le contenu des échanges que vous avez avec les pouvoirs publics, qui sont évidemment un point d'intérêt pour nous, puisque l'un des objets de cette commission, c'est de voir aussi comment la décision publique s'est fabriquée, décision publique qui a conduit finalement à ce que le public lui-même ne soit pas informé de faits, alors que l'industriel vient énoncer qu'il a commis un certain nombre de fraudes à l'été 2021, et que finalement c'est par voie de presse que le grand public, les Français, les consommateurs apprennent les choses en janvier 2024. Et donc ma question, elle porte sur le contenu de vos échanges et la manière dont les choses se sont passées. Vous nous avez transmis une liste, si je ne fais pas d'erreur, de 36 sollicitations ou entretiens que vous avez sollicités entre le 17 juin 2022 et le 17 décembre 2024, dont 13 contacts avec le seul cabinet du ministère de l'Industrie. Est-ce que vous pouvez nous préciser dans cette liste des 36 si vous étiez présent à tous les entretiens ou s'il y a certains qui se sont faits sans vous, voilà, sur cette liste-là? Et par ailleurs, curiosité pour moi, est-ce que vous décririez 36 sollicitations entre juin 2022 et décembre 2024 comme, vous qui connaissez les standards du secteur, une activité de lobbying intense ou quelque chose qui est intensité qui pourrait justifier par l'urgence de la situation, hein, quelque chose d'intense ou quelque chose qui est
standard, classique, usuel par rapport à ce que vous-même vous pratiquez avec les autres industriels qui sont éventuellement vos clients. Tout à fait. Alors peut-être une précision sur ce chiffre. Effectivement, cette liste que je vous ai transmise à votre demande On vous remercie. hier, elle rassemble à la fois des demandes de rendez-vous et la réalisation de ces rendez-vous. Donc il y a quelques demandes de rendez-vous qui n'ont pas abouti, mais pour l'essentiel des rendez-vous qui ont abouti, ça veut dire qu'il faut pratiquement diviser ce chiffre par 2. Si je peux me permettre, parce que s'il y a une demande de Au passage rendez-vous et un rendez-vous, ça de fait la 2. sollicitation ce que vous voulez dire, c'est que de la sollicitation à l'aboutissement du rendez-vous, il y a 2 occurrences sur la liste que je vous ai transmise. Ah d'accord. L'occurrence sollicitation de rendez-vous, et puis la ligne d'après, et d'ailleurs cette précision, on essaie de le faire le plus clair possible. Très bien, ok. Très bien. Sollicitation du rendez-vous, organisation du rendez-vous. Entendu, Donc, très bien. voilà. Merci de la précision. Non, mais je pense que c'est important, parce qu'effectivement... Parce qu'en effet, ça fait un rythme, même 18 rendez-vous, ça fait en fait de juin à décembre, ça fait 12, 18, oui, ça fait presque un rendez-vous par mois en fait avec les autorités publiques sur le sujet. Alors, sur l'intensité, sans vouloir rentrer dans une bataille de chiffres, qui ne serait pas très pertinente, mais je crois qu'il y a eu en gros une douzaine de rendez-vous principaux organisés, comme vous l'avez compris, avec 5 cabinets ministériels différents. Matignon, la santé, l'économie, l'industrie et ministère délégué à la santé. Donc, une douzaine de rendez-vous pour 5 cabinets ministériels. De mon expérience, ça n'est pas quelque chose de gigantesque. C'est pas, vous me posiez la question de l'intensité. Est-ce que c'est une intensité particulièrement élevée? Très honnêtement, et de mon expérience, non. Standard. Voilà, c'est une intensité à peu près standard et classique. D'accord, très bien. Pardon, je réalise, parce que je l'avais noté, est-ce que j'étais présent à tous les rendez-vous? Je crois que, alors je l'ai précisé dans mon propos liminaire, il y a quelques rendez-vous auxquels je n'ai pas assisté. Pour la plupart, j'ai assisté aux rendez-vous à Matignon, à l'industrie, à l'économie, à la santé. Oui. Si j'ai bien écouté, le plus les quelques rendez-vous auxquels vous n'auriez pas assisté, si j'ai bien retenu vos propos, ça serait notamment à l'Élysée. Vous confirmez cela? 2 fois, non? Effectivement, Monsieur le Président, vous avez bien... Oui, j'ai bonne mémoire. J'essaie de la maintenir. Vous avez bien noté, ni le rendez-vous... J'ai rien noté, mais j'ai tout conservé. Vous avez bien enregistré. Ni le rendez-vous de 2022, ni les rendez-vous de 2024. Je n'y ai pas assisté. Non, mais je vous remercie de préciser cela. Voilà. Non, mais et si je peux me permettre d'y apporter un complément, pour être précis dans le propos, c'est assez courant quand le rendez-vous se fait, et ce qui était le cas au niveau du directeur général, du CEO du groupe Nestlé, que le consultant ne soit pas présent. Est-ce qu'il est courant, l'habitude c'est que on va dire le cabinet n'assiste pas au rendez-vous, mais est-ce que vous avez un retour de Nestlé ou de ce rendez-vous ou pas? Oui, un retour en général assez bref. Typiquement, le rendez-vous du 11 juillet 2022, Monsieur Schneider sort en disant, voilà, sur le sujet de l'eau minérale... En gros, vous l'attendez dans la rue, à côté. Pas du tout. Pas du tout. Non, pas du tout. Choose France, en plus c'est à Versailles, c'est un grand barnum, c'est très sécurisé, il y a énormément de monde, il y a beaucoup de ministres, etc. Donc non, j'étais pas du tout. En revanche, le suivi que j'en ai eu, c'est que Monsieur Schneider a évoqué le fait qu'il y avait Monsieur Blonde, que Monsieur Koller avait dit c'est au niveau du gouvernement. Donc Monsieur Blonde étant présent au rendez-vous et étant conseiller technique au sein de Matignon, je me suis rapproché de lui. Ensuite, voilà, à titre d'illustration. Merci, Président, qui a en effet une mémoire d'éléphant. Une question qui suit, c'est celle sur cette liste. Vous ne nous envoyez rien sur l'année 2025. Est-ce à dire qu'en 2025, vous n'avez eu aucune activité de lobbying auprès des pouvoirs publics pour Nestlé? Ou est-ce qu'en 2025, ces activités se sont poursuivies? Est-ce que vous avez continué Non. Moi, je n'ai pas été impliqué sur aucune demande de rendez-vous en 2025. Et à votre connaissance, y en a-t-il eu? Y a-t-il eu en 2025 des demandes de rendez-vous? Non. De demande de rendez-vous, non, je ne crois pas. Et de rendez-vous? Et de rendez-vous non plus. D'accord. Pas à ma connaissance. En dehors, éventuellement, peut-être de rendez-vous au niveau des autorités locales. Oui, mais au niveau national, vous n'avez pas connaissance de demande de rendez-vous. D'accord.
dans les sollicitations que vous nous avez transmises, moi, il y a quelque chose qui m'a surpris. C'est une forme de différence de traitement entre l'Occitanie et le Grand Est. Vous avez participé à 2 rencontres, je crois, avec M. Didier Jaffre, qui est le DG de l'ARS Occitanie, alors que votre liste ne comporte aucun contact avec la DG ARS du Grand Est. Est-ce que vous pouvez nous expliquer pourquoi il y a une différence d'approche de Nestlé sur M. Jaffre que sur l'ARS Grand Est, avec, on le sait quand même, ce qui est aussi intéressant pour nous, pourquoi je vous pose la question, comme ça il n'y a pas de faux semblants entre nous, c'est que dans le Grand Est, il semble qu'il y ait eu un certain nombre de décisions qui ont été prises rapidement. L'article 40, le fait de faire un contrôle sanitaire renforcé. On n'est pas exactement dans la même situation en Occitanie où les choses ont traîné, il n'y a pas eu d'article 40. Donc voilà, on voulait avoir votre regard sur ce traitement différentiel entre les 2 ARS. Bien sûr, c'est effectivement une optique qui est importante dans la compréhension de ce dossier, et c'est la raison pour laquelle je me suis d'ailleurs permis de pointer ce fait dans mon propos liminaire. Il faut remonter en fait à la mission IGAS. De ma compréhension, je n'étais pas sur le dossier, je n'étais pas impliqué, mais par les questions que j'ai posées, j'ai compris que la mission IGAS s'est rapprochée de l'ensemble des minéraliers en France, leur a adressé à tous des questionnaires pour l'ensemble de leurs sites et a choisi pour chaque industriel un site sur lequel l'IGAS missionne l'ARS correspondante pour aller voir sur place quels sont les traitements en place, etc. Donc, et pour le cas de Nestlé Waters, les 2 sites répondent alors au questionnaire et l'IGAS missionne l'ARS Grand Est uniquement sur le site des Vosges. Et je crois qu'il me semble que ça a même été dit ici. Dans ce cadre-là, l'ARS est missionnée pour aller inspecter un forage et Nestlé, qui avait fait le choix de la transparence, a proposé à l'ARS de visiter l'ensemble des forages du site, donc des 3 marques qui sont produites sur le site. Donc, effectivement, l'ARS Occitanie a, dès le printemps 2022, quand il mène cette mission d'inspection pour le compte de l'IGAS, une compréhension complète de la situation et notamment des non-conformités sur le site des Vosges. À l'inverse, l'ARS Occitanie n'a pas été missionnée dans ce cadre-là, dans le cadre de la mission IGAS, donc n'a pas du tout cette compréhension-là. Donc ça, vous le savez, en fait. Vous savez qu'elle n'a pas été missionnée dans le cadre de l'IGAS. Tout à fait. Et vous le savez comment? Qui est-ce qui vous informe de la manière dont se déroule la mission IGAS? C'est parce que dans la manière dont la mission IGAS a été conduite... Oui, mais comment vous le savez, ça, la manière dont la mission IGAS est conduite? Vous êtes quand même extérieur à l'administration. Parce que Nestlé me l'a dit. D'accord, donc c'est Nestlé qui vous a dit on n'a pas été sollicité en Occitanie. Ils m'ont expliqué qu'effectivement, puisque à l'époque, moi, en mai 2022, quand je suis missionné, comme je vous l'ai dit, une des questions qui se pose, c'est de dire quelles vont être les conclusions de la mission IGAS. Très bien. Parce que du coup, forcément, on imagine, enfin, Nestlé imagine à l'époque que les conclusions de la mission IGAS vont porter conséquence sur leur plan de transformation. Donc, du coup, parce que cette question est attendue, il m'explique en détail ce qui s'est passé, 2 questionnaires très complets, une seule visite très complète. Voilà. Et donc ce décalage d'informations, c'est la raison pour laquelle, dès le premier rendez-vous, j'en ai un très bon souvenir du rendez-vous avec M. Antonin Dumont au cabinet de M. le maire, en présence de la DGCCRF, Nestlé pose la question de dire, mais à un moment donné, il va bien falloir que l'ARS d'Occitanie, pour le site du Gard, soit mise à niveau. Parce que quand on va devoir passer en phase opérationnelle de ce plan de transformation, il va bien falloir qu'il y ait une remise à niveau. D'autant que c'est dans le Gard que les traitements illégaux ont été le plus longtemps maintenus jusqu'en 2023 et à la mi-2023. Je viens sur le rapport IGAS parce que vous l'avez mentionné. Mais je vous en prie, mais allez-y. Oui, parce que le temps court, c'est pour ça, et je vois que nous avons les collègues. Cherchez même si vous voulez. Non, mais est-ce qu'on peut avoir un verre d'eau, s'il vous plaît? Merci, je vous en prie, vous avez raison. Ah ouais, vous avez raison. Ouais, il fait un peu lourd. Merci beaucoup. Est-ce que vous voulez rajouter par rapport au rapporteur au
Du coup, je ne sais plus ce que je vais dire, mais en gros, non, mais ce qui est important, On était effectivement... sur la mi-2023 pour vous aider à vous en souvenir. On était sur le fait que... Oui, que du coup, ça a entraîné un décalage, voilà, un décalage dans le effectivement. temps. Et c'est la raison pour laquelle, sur l'ensemble des rendez-vous en 2022, cette question, c'est une question rémanente. Je veux dire, à un moment donné, il va bien falloir que l'ARS Occitanie soit mise dans la boucle. Et ça n'est que dans le rendez-vous, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, dans le rendez-vous du 24 octobre 2022, que Mme Epaillard dit « je m'en occupe, je vais contacter ». Merci beaucoup, merci infiniment, Madame. Je m'en occupe et je vais contacter M. Jaffre. À la suite de quoi, M. Jaffre m'a contacté. Alors pourquoi moi? Parce que j'étais beaucoup effectivement visible comme intermédiaire, comme facilitateur de ces rendez-vous, de ces contacts. Et c'est suite à cet échange téléphonique que je lui ai tout de suite dit, écoutez, c'est pas moi qui peux vous présenter la situation, je n'ai pas la légitimité pour le faire. En revanche, organisons un rendez-vous téléphonique qui s'est tenu le 3 novembre 2022. Et M. Jaffre a dit très bien, je veux voir le site moi-même et je veux venir sur le site avec mes équipes. Et ça s'est organisé dans les semaines qui ont suivi, fin novembre 2022. Ce que vous dites est important, parce qu'en effet, c'est assez cohérent avec ce que nous a dit Mme Liénot, pour le peu qu'elle nous en a dit, lorsqu'elle nous a indiqué qu'elle avait quelque part attendu le feu vert de l'administration centrale pour aller échanger avec l'administration locale. C'est ce que vous relatiez sur la discussion avec Mme Epaillard et ensuite le fait que vous alliez voir l'ARS Occitanie. Et donc, en fait, il y a eu à un moment une décision État Nestlé d'aller voir de l'État, en tout cas au niveau de l'État. Non, c'était comme ça Nestlé. Non, c'est pas une décision. État, pardon, et qui a informé Nestlé, qui ensuite a été en local. L'État qui a informé l'ARS, qui nous a contactés pour avoir la pleine conscience et la pleine révélation de ce qui était en vigueur sur le site. Et le décalage que vous évoquiez tout à l'heure du retrait des traitements, notamment, qui ont pu commencer à être retirés dès 2022 de mémoire sur le site des Vosges, à partir du moment où l'ARS Occitanie, pour le Gard, n'a pleine connaissance qu'en novembre, donc il y a un décalage de 6 mois. Ce décalage de 6 mois, on va le retrouver effectivement aussi dans la manière de retirer les traitements. Excusez-moi, et comment vous expliquez justement ce décalage, je veux dire, cette position un peu en retrait de l'ARS Occitanie par rapport à d'autres ARS où on a vu qui sont quand même très impliqués dans ces dossiers de contrôle de l'eau minérale en bouteille? L'ARS, je pense, Occitanie était très impliquée dans le contrôle du site du Gard. En revanche, dans le cadre de la mission IGAS qui avait fourni l'occasion à Nestlé de révéler pleinement dans le détail la situation sur ces deux sites, et notamment sur le site des Vosges, mais pas sur le site du Gard, pardon. Voilà, il y avait effectivement ce décalage. En tout cas, c'est ma compréhension. Et je pense que l'ARS Occitanie était diligente, mais il y avait des choses qui n'avaient pas été montrées jusqu'au mois de novembre 2022. Oui, et quelque part, ça décale la question à quel est ce choix de l'IGAS de ne pas aller sur l'un des principaux sites de Nestlé, alors même que la révélation qui est faite au gouvernement à l'été 2021, c'est qu'il y a un problème sur l'ensemble des sites Nestlé, mais ça, c'est pas de votre ressort, quelque part, j'ai envie... Alors là, effectivement, j'ai pas cette réponse. Exactement, j'ai envie de... En revanche, par rapport à ce que je vous disais sur Mme Liénot, en effet, ce que nous a dit Mme Liénot, c'est que elle a attendu que finalement le gouvernement révèle les choses aux ARS avant que les choses puissent être dites aux ARS et qu'elle expliquait comme ça sa décision à elle de ne pas être allée voir directement ce qui est l'autorité de contrôle la plus proche, l'ARS. Voilà ce qui a été dit. Donc non, mais effectivement, je pense que dans le raisonnement de Nestlé Waters, il y avait effectivement, à partir du moment où cette révélation elle avait été faite au cabinet du ministre de l'Industrie, il n'y avait pas à aller pour Nestlé, qui avait fait le choix, non pas de diligenter une enquête sur les sites de Nestlé, mais une enquête sur l'ensemble du secteur des eaux minérales en France et de la confier à l'IGAS. Nestlé se sentait tenu par cet arbre de décision qui n'était pas le sien. Mais en revanche, c'est ce qui explique aussi pourquoi, en mai, juin, etc., 2022, enfin à l'été 2022, il y avait de la part de Nestlé une certaine impatience à dire maintenant, qu'est-ce qui va se passer? Il faut, si on veut effectivement retirer les traitements non conformes, passer en mode opérationnel sur ce plan de transformation, il va bien falloir qu'on ait un retour. Et c'est une incompréhension qu'on partage, car nous non plus, nous ne comprenons pas pourquoi l'État n'a pas directement informé ses autorités de proximité. Je viens sur la question du rapport IGAS que vous avez mentionné tout à l'heure. En juillet 2022 est rendu le rapport de l'IGAS sur les eaux minérales.
Quand vous-même avez-vous été destinataire des recommandations de l'IGAS et quand est-ce que vous les avez transmis à Nestlé et à Madame Liénot? À quel moment cela intervient? Jamais. Donc vous n'avez jamais vu? Non. Alors, pardon, je peux être précis. Oui. Je pense que c'est important pour vous. Nous n'avons eu connaissance du rapport de l'IGAS que quand l'IGAS, suite à des fuites dans la presse en 2024, a mis son rapport en ligne. D'accord. Alors je ne sais plus exactement la date, mais jusqu'au printemps 2024, je n'ai jamais vu le rapport IGAS et personne chez Nestlé Waters n'a. Donc c'est une question qu'on a beaucoup posée au départ à l'été 2022 de dire et quid des conclusions du rapport IGAS. Au bout d'un moment, on a bien compris qu'on pouvait continuer à discuter sans avoir ce résultat, puis on a arrêté de poser la question. Donc vous n'avez, parce qu'en effet c'est très très présent dans les échanges, vous avez raison de le signaler, vous demandez quelles sont les conclusions, donc je l'entends que vous n'ayez jamais vu le rapport IGAS, mais est-ce qu'à un moment ou un autre, vous êtes informé des conclusions du rapport IGAS? Parce que dans les échanges dont nous avons trace, vous semblez compter, peut-être l'État lui-même compte-t-il, sur une réponse de l'IGAS sur les traitements autorisés et illégaux. Donc ça, à aucun moment vous avez... Personne ne nous a jamais dit l'IGAS a conclu que, donc... D'accord. Jamais. Et donc dans aucun rendez-vous, il y a eu un débat sur quelles avaient été les conclusions du rapport IGAS? Comme je vous l'ai dit, en tout cas dans la première période, systématiquement c'était une question posée. On n'a jamais eu de réponse et je crois d'ailleurs que M. Blonde a lui-même ici devant vous dit que, acté du fait qu'on lui avait posé la question, que lui-même avait eu le rapport 2 jours avant et qu'il ne nous en a pas parlé, ce que je peux vous confirmer. Mais ni lui, ni ensuite les autres rendez-vous. Et je pense que la plupart des... En fait, je pense que la plupart, si je puis me permettre de partager mon sentiment, je pense que la plupart des gens, à partir de ce moment-là, que nous rencontrons dans le cabinet ministériel, ont connaissance du rapport IGAS et de ses conclusions, mais qu'à aucun moment, ils ne souhaitent partager ces conclusions, si toutefois il y en avait qui s'appliquaient à Nestlé Waters. Et je pense qu'effectivement aussi dans cette période, une grande partie de ces réunions, c'est ma lecture a posteriori, hein, il me semble que dans un certain nombre de cas, les personnes que nous rencontrons écoutent plus qu'elles ne nous parlent, ce qui est logique, mais je pense que c'est une façon pour elles d'évaluer de la sincérité de la démarche de Nestlé Waters. Puisque, en général, les rendez-vous, c'est racontez-moi, dites-moi quel est votre problème et voilà, qu'en est-il. Donc il a fallu à chaque fois que Mme Liénot redéroule le fait que des traitements non conformes, etc. Juste un point qui peut-être est un peu contradictoire, donc je me permets de vous le signaler pour voir comment on peut réconcilier les choses. Virginie Quéré, qui est la directrice de l'ARS Grand Est jusqu'en juin 2024, que vous n'avez donc pas vu, mais a déclaré sous serment que Nestlé lui avait partagé une information. L'information qu'elle nous a dit que Nestlé lui avait partagée, c'est que Nestlé pensait que l'IGAS allait recommander une modification de la réglementation. Est-ce que vous savez ce qui a pu conduire Nestlé à dire auprès de Mme Quéré, directrice générale de l'ARS, que Nestlé pensait que le rapport allait conclure à une modification de la réglementation? Je suis navré, je ne peux pas vous apporter de réponse à cette question, je n'en ai aucune idée. D'accord. Mais vous êtes d'accord qu'il y a une forme de contradiction entre, là pour le coup pas pour vous, mais le fait de ne pas avoir été destinataire de quoi que ce soit et en même temps d'avoir eu l'information que probablement le rapport... Peut-être, pour essayer de comprendre, je pense qu'effectivement, dans les hypothèses qui étaient formulées sur quelles pourraient être les conclusions du rapport de l'IGAS, il pouvait éventuellement y avoir ce type de questions, mais honnêtement, on n'a jamais travaillé sur une hypothèse, solidement sur une hypothèse de ce type-là. Juste quelques éléments sur peut-être une dernière série de questions plus spécifiques qui va nous intéresser un peu dans le cadre aussi des dernières auditions de cette commission. Ce sont les échanges avec la présidence de la République et notamment avec Alexis Kohler. Donc d'abord, sur les échanges avec la présidence de la République, est-ce que vous pouvez nous refaire le panorama de avec qui et quand, par voie écrite ou par voie orale, vous les avez eus, s'il vous plaît? L'ensemble des moments d'interaction. Tout à l'heure, vous avez dit
un moment, je crois que, si ma mémoire ne faille pas, nous rencontrons, je pense que la question à part, c'est d'expliciter le nous. C'est-à-dire que nous, c'est plusieurs. C'est à deux, on dit un peu nous. Alors, mais donc, quel est ce nous? Voilà, si vous pouvez nous le dire, bien sûr. Non, mais bien sûr. Écoutez, sur les... Alors, peut-être je vais articuler ma réponse en deux parties. Une première partie sur l'Élysée, puis peut-être je reviendrai sur le nous, qui, en l'occurrence, ne s'applique pas aux réunions de l'Élysée, puisque je n'y ai pas participé. Donc, pour ce qui est de l'Élysée, il y a ce premier... dans cette chronologie-là, il y a le rendez-vous de Choose France du mois de juillet 2022, auquel M. Schneider est seul, avec M. Koller et M. Blonde. Donc ça, c'est une première occurrence. Je n'y ai pas assisté, je n'ai pas participé à l'organisation. En 2023, je n'ai pas connaissance de contact. En janvier 2023, au moment où le plan de transformation va être rendu public, M. Schneider a souhaité avoir un échange de courtoisie avec M. Koller à ce sujet-là et m'a donc sollicité, ou ses équipes m'ont sollicité pour qu'un contact puisse s'établir, un entretien téléphonique puisse se tenir entre M. Schneider et M. Koller. Voilà, donc ça c'est en janvier 2024. Ensuite, en octobre 2024, toujours, M. Schneider a été remplacé en septembre par M. Frex, Laurent Frex, qui, dans le cadre de sa prise de fonction, vient en France. C'est la première fois qu'il vient avec ce nouveau titre en France. Et dans ce cadre-là, pour établir un suivi de la relation avec les autorités françaises, notamment par rapport au projet d'investissement, etc., qui est un élément important pour eux et pour le gouvernement et les équipes de l'Élysée, je pense aussi. Monsieur Frex a demandé, enfin, Madame Liénot, qui était à l'époque directrice générale de Nestlé France, pour le compte de Monsieur Frex, m'a demandé de voir si Monsieur Koller pourrait être disponible pour un échange, une rencontre, une présentation avec Monsieur Koller. Et voilà. Et à la suite de ça, il y a eu 2 entretiens téléphoniques avec Madame Liénot en novembre et décembre 2024. Donc en novembre et décembre 2024, des entretiens téléphoniques entre M. Koller et Mme Liénot, c'est tout à fait. En suivi, parce que donc Mme Liénot était présente au rendez-vous d'octobre 2024 avec M. Frex. Donc 3 échanges octobre, novembre, décembre avec la présidence de la République. Oui. Très bien. Ce qui veut dire que, à cette époque, je rappelle pour nos collègues, la commission d'enquête était mise en place. Et on savait bien avant, puisque je ne vais pas plagier le groupe socialiste, ce rapporteur, mais je crois que dans vos intentions, ça remonte quasiment au printemps, non, que vous souhaitiez une commission d'enquête. C'est vrai. Si j'avais bien lu les rumeurs des couloirs de la maison. Donc ça veut dire qu'une fois que la commission d'enquête a été mise en place par sous le contrôle, monsieur l'administrateur, on va dire 20 novembre. Quelle précision. J'allais dire fin novembre. Vous dites 20 novembre. Donc ça veut dire que tout le monde savait qu'il y a la commission d'enquête et il y a eu cette rencontre entre Nestlé et M. Koller en plein début de nos travaux. Je me permets de dire cela. Voilà. C'est juste pour la culture générale de mes collègues. Oui. Elles aimaient bien, mes collègues aimaient bien que je rappelle cette culture générale. Voilà. Oui, enfin, si je puis me permettre, vous avez une très bonne mémoire, mais il y avait aussi eu la mission Flash au printemps. Je ne sais pas, Mme Gull n'est pas là, je ne veux pas plagier Mme Gull, permettez-moi. Vous avez raison. De vos travaux. Si elle vient, elle vous interrogera. Peut-être juste revenir un temps, avant de, en effet, finir peut-être sur octobre, novembre, décembre, qui sont des points importants pour nous, revenir sur Choose France et ses suites. Donc Choose France, c'est la rencontre entre Alexis Koller et le président Monde de Nestlé, c'est ça? C'est pas le président, c'est le DG, général. Le DG Monde, pardon, excusez-moi, de Nestlé. Et s'en est suivi la réunion interministérielle du 24 juillet 2022. Je ne sais pas si vous êtes présent à cette réunion, peut-être pas d'ailleurs. La réunion, pardon. Le 24 juillet 2022. Ah non, ça, vous n'êtes pas présent. Ah non, pas du tout. D'accord, très bien. C'est une réunion dont j'ignore. Enfin, si c'est une réunion interministérielle, je n'ai pas de légitimité à y être non plus. Très bien, pardon, excusez-moi. Ce qui ressort de cette séquence de discussion avec Nestlé,
et ce qui est assez unanime chez les services de l'État, puisqu'on a des traces de ça au dossier à la fois à l'ARS Grand Est, à la fois sur les équipes de la DGS, à la fois côté ministère de l'Industrie et à la fois côté Matignon-Élysée avec M. Blonde, c'est l'impression que, je le dis avec les mots qui ont été utilisés, qu'il y a une forme de chantage à l'emploi qui est exercée par Nestlé. Je vous lis ce que M. Blonde écrit, avoir dit à Nestlé, Nestlé, n'avait pas du tout été transparent sur tous les sujets durant ces derniers mois et que ce n'était pas acceptable et que si les suites du rapport IGAS les amenaient à alourdir la barque de la restructuration, il était absolument nécessaire qu'ils fassent bien en com la distinction entre les deux pour éviter qu'ils fassent porter sur ce problème leurs difficultés plus structurelles et leur choix de réorganisation. Autrement dit, il y a, alors soit tous les services de l'État ont mal compris les choses au même moment, soit il y a quand même cette question de l'emploi que vous avez mis dans la discussion avec eux comme un élément pour obtenir l'évolution réglementaire que vous souhaitiez, en tout cas le bleuissement d'une évolution réglementaire qui jusqu'à aujourd'hui est toujours contestée. Est-ce que vous pouvez nous en dire plus sur ce moment? Bien sûr, je pense que c'est une précision très importante à apporter. Je crois aussi. Dans ce dossier, je peux vous assurer qu'il n'y a eu aucun chantage à l'emploi dans l'ensemble des rendez-vous auxquels j'ai participé, dans l'ensemble des échanges. Pourquoi l'emploi est-il venu sur la table des échanges et des discussions? Il y a une raison très précise qui l'explique. En 2021, Nestlé Waters a fait le choix de retirer Vittel du marché allemand et du marché autrichien. Parce qu'il se trouve que l'organisation de ces marchés faisait qu'ils perdaient beaucoup d'argent en fait, en vendant Vittel. Donc, à un moment donné, ils ont fait le choix de retirer Vittel de ces deux marchés. Et ça, c'est intervenu, je crois que ça a été effectif, si j'ai bien compris, à la fin de l'année 2021. Donc, on suspend cette commercialisation, ce qui a un impact social, un impact organisationnel sur le site des Vosges. C'est-à-dire qu'un plan de sauvegarde de l'emploi, un certain nombre de postes doivent être supprimés suite à cette baisse de... Oui, mais ce qui est évoqué par les services de l'État, c'est l'alourdissement potentiel. C'est là que la question de l'emploi se pose. Justement, laissez-moi... Allez, je me permets de vous refaire l'historique parce que ça me paraît important pour avoir la bonne compréhension des choses. Donc, il y a cet impact Vittel qui est déjà sur la table. En 2022, donc, comme vous le savez, c'est aussi la mission IGAS. Nestlé se doute que dans le cadre de la mission IGAS, il y a le risque que des décisions soient prises qui conduisent à devoir effectivement peut-être prendre d'autres décisions difficiles, en particulier sur le site des Vosges, et que donc Nestlé Waters fait le choix de mettre ce plan de sauvegarde de l'emploi lié à l'activité de Vittel en attente des décisions qui pourraient venir compléter pour n'avoir, et ce n'est pas pour agglomérer les choses, c'est pour éviter à leurs salariés 2 plans sociaux de suite. Donc en tout cas, c'est la compréhension que j'ai eue de ce dossier et que je me suis permis de relayer dans les différents rendez-vous que nous avons pu avoir. C'est un point qui a été abordé très explicitement, effectivement, dès le 2 août avec M. Victor Blonde. Et M. Blonde et d'autres ensuite ont été très clairs en disant « ne cherchez pas à nous mettre sur le dos l'ensemble ». Et donc, quand finalement, suite à l'arbitrage interministériel, donc 1 an après, au printemps 2023, ce plan de sauvegarde de l'emploi sur le site des Vosges a pu être enclenché. Ça a été très clairement expliqué qu'il y avait 2 raisons qui justifiaient ce plan-là. Il y avait d'une part le retrait, la baisse des volumes sur Vittel, et d'autre part la suspension des puits épars. Merci beaucoup de la précision. Je vous en prie. Je viens donc du coup sur les échanges que vous évoquiez de la fin d'année du T4, du 4e trimestre 2024. Il y a un premier échange
le 10 octobre 2024 que vous évoquiez, entre Laurent Frex, qui est le nouveau DG de Nestlé, et Alexis Kohler, secrétaire général de l'Élysée, à la suite de la parution dans la presse du rapport rendu par l'ARS Occitanie en août 2024, qui suggérait à Nestlé d'envisager un arrêt de sa production d'eau minérale Perrier. Alors, ma question c'est, pourquoi le groupe Nestlé souhaite-t-il voir la présidence de la République alors que le rapport a été rendu et qu'il leur a été soumis dans le cadre du contradictoire? Et moi aussi, je vais me chercher de l'eau. J'ai un autre verre, si vous voulez. Ne vous étouffez pas, monsieur le rapporteur. On a besoin de vous encore. On a besoin de vous encore pendant quelques jours. Parce que vous n'avez pas de remplaçant. Moi, j'ai eu la chance d'avoir des remplaçantes, mais vous n'avez pas de remplaçant. Donc, et des remplaçantes de qualité. Je meuble pour vous. Je vous en prie, mais allez-y. Allez-y. Non, mais je vous en prie. Alors, vous faites un lien qui m'échappe entre ces deux événements. La raison pour laquelle je demande ce rendez-vous pour M. Frex avec M. Kohler, c'est uniquement parce que M. Frex, nouveau directeur général, vient en France. Il n'y a pas d'autres paramètres qui rentrent dans l'équation. Là, vous avez fait un lien avec un rapport paru en août. Pour moi, il n'y a aucun autre lien. Et j'ai compris que le rendez-vous a permis de balayer l'ensemble des sujets pour Nestlé, et notamment sa politique d'investissement qui intéresse au premier chef l'Élysée et ses équipes en suivi de Choose France. Non, je vous dis ça parce qu'on a une petite idée de ses motivations dans les échanges de mails des conseillers de l'Élysée qui sont datés du 18 décembre et qui indiquent que Nestlé semblait s'inquiéter de la diffusion de ce rapport de l'ARS Occitanie, considérant que les traitements mis en œuvre par le groupe ne sont pas compatibles avec l'appellation d'eau minérale naturelle, que ces traitements ne réglaient que partiellement le sujet de la qualité sanitaire de l'eau, je cite, « forte présence de virus de manière régulière qui ne sont pas éliminés par la filtration ». Et troisième point, Nestlé s'inquiétait aussi du fait que le préfet du Gard devait renouveler l'autorisation d'exploiter la source en 2025. Et donc voilà, en fait, c'est dans la... C'est en décembre, ça C'est en décembre, donc on est en décembre 2020, donc on est après cette réunion, et les conseillers Élysée font le point, et faisant le point, ces conseillers, dans les mails qui s'échangent entre eux, ils indiquent cela. Ils indiquent, je redis, que les traitements mis en œuvre par le groupe Nestlé ne sont pas compatibles avec l'appellation d'eau minérale naturelle, que ces traitements ne réglaient que partiellement le sujet de la qualité sanitaire de l'eau, je cite, « forte présence de virus de manière régulière qui ne sont pas éliminés par la filtration ». Et Nestlé s'inquiétait aussi du fait que le préfet du Gard devait renouveler l'autorisation d'exploiter la source en 2025. Donc ça, j'imagine qu'ils l'ont eu dans la discussion avec Nestlé. Les conseillers de l'Élysée n'ont pas pu l'inventer d'une manière ou d'une autre. Tout à fait. Mais voilà. donc, je pense que la chronologie est importante. Je pense que le rendez-vous d'octobre était, comme je vous l'ai dit, un rendez-vous, une fois, dans ma compréhension, un rendez-vous de présentation et de couverture des dossiers. Ensuite, Madame Liénot a souhaité s'entretenir avec M. Kohler en suivi de ce rendez-vous. De ma connaissance, pour deux raisons. D'une part, parce que, comme je vous l'ai dit, l'entité eau de Nestlé devenait autonome au 1er janvier 2025. Donc ça a été annoncé en novembre 2024. Et donc, c'était un souci de prévenance à l'égard des interlocuteurs divers, dont faisait partie M. Kohler, pour qu'il soit clair que cette annonce-là n'avait rien à voir avec la situation, mais que c'était la vie normale de cette activité. Et par ailleurs, sur le point que vous évoquez, je pense qu'effectivement, de mémoire, on a un changement de gouvernement début décembre 2024, et Madame Liénot était inquiète, je pense, face au changement de gouvernement, s'est posé la question, et peut-être d'où les réflexions des conseillers techniques ensuite, de savoir si l'arbitrage interministériel qui nous avait été partagé le 20 février 2023, est-ce qu'en décembre 2024, c'est toujours quelque chose qui est d'actualité ou pas, puisque, entre-temps, Nestlé a engagé une poignée de dizaines de millions d'euros pour transformer ces sites sur la base des décisions et de cet arbitrage-là. J'entends le raisonnement. Ce que je ne comprends pas, c'est peut-être que c'est ce que vous disiez sur le changement de gouvernement, mais
le court-circuitage du circuit ministériel classique. C'est-à-dire qu'on va voir Alexis Kohler pour évoquer ce sujet. Et puis tout d'un coup, l'Élysée devient le centre. En fait, septembre, octobre, novembre, décembre, on voit que les décisions et les entretiens s'accélèrent, que le débat quitte les ministères pour se porter à l'Élysée. Est-ce que vous pouvez nous expliquer ce choix-là, en fait? Je pense que c'est lié à ça, à la question du changement de gouvernement? C'est lié au fait que le gouvernement de M. Barnier était en forte instabilité. Tout le monde se doutait qu'il n'allait pas durer. On n'a plus d'interlocuteurs dans les ministères. Et comme je vous l'ai dit, me semble-t-il, dans mon propos liminaire, à l'automne 2024, je me suis attaché à essayer de reprendre contact tant avec Matignon qu'avec la santé et avec Bercy, pour simplifier, que Matignon m'a dit voyez ça avec les ministères, que le ministère de la Santé n'a pas répondu et qu'à Bercy, on a eu un entretien avec les 2 conseillers techniques que je vous évoquais, mais il n'y a pas eu de suite particulière. Donc en fait, on n'avait plus vraiment d'interlocuteurs à ce niveau-là. Et du coup, est-ce que vous avez été rassuré sur l'arbitrage de février 2023, puisque c'était ce que vous alliez chercher à l'Élysée? Est-ce que Nestlé a été rassuré sur le fait que cet arbitrage allait être maintenu? À ma connaissance, M. Kohler a toujours eu la même ligne sur ce dossier, à savoir voyez ça avec le gouvernement. Ce qui, vous en conviendrez, dans une situation d'absence de gouvernement, complique un petit peu la tâche pour une entreprise. En sachant qu'en octobre-novembre, il y avait un gouvernement. C'est à partir du mois de décembre. Oui, mais c'est en décembre que la question, je pense, est posée. D'accord. Ok. Peut-être pour finir... Gardez votre question pour vous reposer. Eh bien si, je me repose. Très bien, allez-y. Je pense à vous, monsieur le rapporteur, peut-être pour vous préserver, parce que je vous ai senti un peu souffrant. Oui, exactement. Comme il y a notre collègue, Madame Housseau, qui vous souhaitait poser des questions, je préfère lui donner la parole, puis vous allez récupérer vos forces comme ça. Donc, Madame Housseau, vous avez la parole. Alors, j'ai plusieurs questions, mais elles sont courtes. D'abord, je voulais savoir les noter, alors. si votre contrat avec Nestlé était terminé. Non. Donc vous êtes toujours en lien avec Nestlé? Tout à fait. D'accord. Ensuite, je voulais savoir si avant cet entretien, vous avez été en relation avec Nestlé. En clair, est-ce que vous avez été briefé? Est-ce qu'ils vous ont donné des indications pour cet entretien? Vous par parlez de cette rapport audition? Oui. De l'audition d'aujourd'hui? Oui. Non, c'est une audition que j'ai préparée seule avec mon équipe. D'accord. Et ils vous ont pas... Excusez-moi de te couper. Est-ce que vous avez regardé les auditions de Mme Dubois et de Mme Liénot? Oui, bien sûr. Non, mais c'est public. C'est pas une question de piège. Et que vous disiez oui ou non, c'était pas pour là. Non, bien sûr. Ça paraît normal d'aller regarder. Je n'y vois pas de piège, Monsieur le Président, je vous rassure. C'est de votre culture générale. Légitimement, j'étais un peu impliqué sur ce dossier, donc légitimement, je m'intéresse un petit peu à vos travaux. Et comme vous le savez, j'ai même essayé... Je crois qu'on est très suivi, nos travaux. J'ai même essayé d'y contribuer en essayant de participer à l'organisation. Allez-y, ma chère collègue. Oui, les 2 directeurs que nous avons auditionnés et les 2... PDG, enfin Madame Liénot, directrice générale et la PDG, voilà, des fonctions différentes. Ils sont tous venus avec un avocat. Donc ils étaient tous accompagnés. Oui. Et donc ils nous ont quand même, je dirais entre guillemets, servi à peu près les mêmes réponses. Voilà. Et donc je me posais la question de savoir si vous, par exemple, voilà, vous m'avez dit que non, vous n'avez pas eu de consigne particulière, mais est-ce qu'on vous a proposé un avocat pour vous accompagner aujourd'hui? Non, Nestlé a ses avocats et moi je ne suis pas dans la même situation que Nestlé qui, comme vous le savez, il y a une procédure judiciaire qui est ouverte. À ma connaissance, elle ne me concerne pas, donc je n'ai pas d'avocat avec moi. Donc vous n'avez pas du tout échangé sur la stratégie à adopter lors de cette audition? Je n'ai pas du tout échangé, en tout cas pas avec Nestlé ni avec ses avocats. D'accord. Et ma dernière question, c'est en fait, quelle était votre lettre de mission vous nous avez expliqué en quoi consistait votre métier, donc mettre en relation l'entreprise avec les différents membres, différents cabinets, mais au-delà, quel était votre point d'atterrissage? Qu'est-ce que vous étiez censé obtenir? Est-ce que c'était, par exemple, obtenir de pouvoir, de manière dérogatoire,
utiliser le filtre à 0,2 microns. Est-ce que c'était ça? Non. Alors, comme je vous l'ai dit, dans ce métier, en tout cas dans la manière dont je le pratique, on refuse une obligation de résultat. Donc, on a une obligation de moyens, et l'obligation de moyens qui nous était assignée dans ce cadre, dans cette mission-là, était d'abord de retrouver un fil de contact pour pouvoir comprendre qu'est-ce que les autorités avaient décidé sur le plan de transformation, de façon à ce que ce plan de transformation puisse effectivement se déployer de manière opérationnelle. Mais il n'y avait pas une mission particulière sur le 0,2. Le 0,2 a fait partie, vous le savez, d'un ensemble de mesures qui font ce plan de transformation, mais c'est une parmi 6 ou 7. D'accord. Et donc, quels étaient les 6 autres? Alors, de mémoire, je pense que le premier point de ce plan de transformation, c'est une évidence, mais je vais le redire, le retrait des traitements non conformes. Ensuite, il y avait la validation du fait que le 0,2, dès lors que ça ne constitue pas une désinfection, pouvait être utilisé. Effectivement, c'est un des éléments. Ensuite, il y a le renforcement des contrôles sur l'ensemble du dispositif sur les 2 sites, qui fait partie du dispositif. Il y a la suspension ou la réallocation de certains forages sur les 2 sites, là aussi, comme vous le savez. Il y a un volet commercial avec le lancement d'une nouvelle marque de boissons, comme monsieur le rapporteur l'évoquait tout à l'heure. Il y a le renforcement des plans de protection de la ressource en eau, aussi sur les 2 sites. Je crois que ça vous a été dit, Nestlé investit beaucoup avec les agriculteurs, etc., pour protéger les impluviums, c'est-à-dire les zones qui participent à la création des nappes dont sont issues, les nappes souterraines dont sont issues ces eaux minérales naturelles. Et donc ces plans ont été renforcés. Il y a des engagements complémentaires qui ont été pris dans le cadre de ces plans de transformation. Voilà. De mémoire, c'est les... En gros, sur les 7 points que vous avez évoqués, la majorité, c'était essentiellement de l'information, de dire ce qu'ils allaient faire pour les impluviums, de ce qu'ils allaient faire au niveau des contrôles, qu'ils allaient les renforcer, de leur plan de transformation qui était en cours. Mais le gros le gros enjeu, c'était quand même, puisque c'est actuellement interdit dans la réglementation, le 0,2, c'était qu'on puisse leur dire « Ok, vous pouvez y aller et vous pouvez fonctionner avec le 0,2 ». C'était quand même ça. Je me permets de rebondir sur 2 points. Je pense que ça n'était pas le point principal, c'était un des éléments du dispositif qui était effectivement important. Et dans ma compréhension et dans ma lecture de la réglementation et de la législation européenne, il n'y a pas de traitement interdit autorisé. Il y a seulement une obligation de moyens, une obligation finale qui est posée dans le cadre des types de microfiltration utilisés qui ne doivent pas constituer une microfiltration. C'est ma compréhension. Je me permets là-dessus de vous arrêter parce que je pense que c'est un point essentiel. C'est qu'en fait, la directive est assez claire. C'est-à-dire que vous avez des traitements qui sont autorisés explicitement. Pour tous les autres, ils doivent faire l'objet d'une déclaration auprès de la Commission et d'une validation par les autorités européennes. Donc en fait, la compréhension, c'est qu'il faut une validation. En fait, c'est comme ça que les textes réglementaires sont posés. Et ce qui m'inquiète un petit peu, parce que du coup, vous étiez en charge de la mise en œuvre de cette obligation. Donc que ces textes-là vous soient pas... D'accord. Mais du coup, c'était quand même le canal privilégié, c'était l'obtention de l'autorisation auprès de la Commission européenne pour que ces traitements, s'ils devaient l'être, s'ils pouvaient l'être, soient autorisés. Mais juste, je referme ce point-là, c'est un point important quand même, à mon avis, quand on décide d'aller sensibiliser des autorités publiques, de le faire aussi en conformité avec les autorités publiques que la loi appelle pour répondre à la problématique posée, en l'espèce la Commission européenne. J'ai compris que c'était surtout du ressort des autorités préfectorales qui avaient la possibilité, mais peut-être ma compréhension n'est pas la bonne. Donc, Madame Osso, vous avez terminé. Est-ce qu'il y a un autre collègue qui souhaite poser une question? Je me demande non. Donc, Monsieur le rapporteur, vous pouvez
poser une ou deux questions supplémentaires si vous Oui, souhaitez. bien en sûr. m'excusant encore une fois pour mon chat dans la gorge qui ne me quitte pas quand je l'ai. Il reste avec moi pendant une semaine, je dois vivre avec. Et puis il revient à tout moment. Si pendant vous avez un chat pendant une semaine, Voilà, ça va être compliqué. Exactement. Donc il faut que j'arrive à m'en sortir. Juste quelques points sur l'actualité la plus brûlante. Il y a deux choses qui sont en cours et qui nous intéressent particulièrement avant que cette commission d'ailleurs ne se referme, puisque après nous avons passé dans des travaux d'écriture après encore quelques semaines d'audition. C'est la question de la qualité des eaux initiales. Et aujourd'hui, nous savons qu'il y a un rapport des hydrogéologues qui est en cours sur notamment le site de Vergès et qui doit statuer sur la question de la pureté originelle. Est-ce que vous avez eu vent? Il se murmure qu'il est dans une phase intermédiaire avec un premier rendu qui a été fait. Est-ce que vous avez eu, vous, vent de ce rapport? Est-ce que vous avez pu le consulter? Alors, oui, j'ai eu vent de ce rapport. Ça fait partie des diligences que Monsieur le préfet du Gard a engagées au vu de pouvoir répondre à la demande de Nestlé de renouvellement de ses arrêtés. Non, j'ai aucune idée de... Vous n'avez aucune idée des conclusions intermédiaires qui ont été... intermédiaires au final. D'accord. Non. D'accord. Non. Très bien. Deuxième question, est-ce qu'à votre connaissance, il y a eu des épisodes récents de pollution de l'eau ou de problèmes sur les infrastructures et les sites du groupe Nestlé Waters? Pas à ma connaissance, non. Enfin, tout dépend de ce que vous appelez récent, mais... on va dire depuis le début de l'année 2025. J'en ai pas eu écho. Je ne sais pas. D'accord. Donc aujourd'hui, votre mission, elle est arrêtée, interrompue avec Nestlé ou elle se poursuit? Non, ma mission n'est pas arrêtée. Il n'y a pas d'arrêtés préfectoraux encore pris, dans un sens ou dans un autre d'ailleurs. Votre mission se poursuit. Voilà, ma mission d'accompagnement se poursuit. D'accord. D'accord. Mais vous n'êtes pas au courant de où en est le rapport d'hydrogéologue. Je note le point à votre connaissance. Nestlé n'en a pas... Vous n'en avez pas informé? Elle n'a pas connaissance du rapport des hydrogéologues. Ça a été commandité par... Je crois savoir que des personnes de Nestlé ont échangé avec des hydrogéologues dans le cadre de leur mission. Très bien. Ceux-ci, ils n'ont pas fait une évaluation des eaux et de leur qualité in abstracto. Ils l'ont faite sur le terrain. Donc forcément, ils ont échangé avec des gens de Nestlé. Mais je n'ai pas connaissance que ces échanges aient été plus loin que ça. Et donc, je ne pense pas que les gens de Nestlé en sachent beaucoup plus sur ce point-là. D'accord. Deux dernières questions. Dernière rencontre, mi-décembre 2024, alors même que la commission d'enquête, le président l'a rappelé, avec sa mémoire d'éléphant, est constituée et travaille, Madame Liénot cherche à s'entretenir avec le SG de l'Élysée. Elle souhaite, d'après vos propres mots, s'entretenir avec lui le plus rapidement possible. Alexis Kohler la rappelle le lendemain. Est-ce que vous pouvez nous confier quel était l'objet de cet entretien? Je crois vous l'avoir dit tout à l'heure. Oui. C'était effectivement, à ma connaissance, suite à la chute du gouvernement Barnier, de poser la question de savoir si, avec un nouveau gouvernement et les évolutions prévisibles, il pourrait y avoir une permanence de la décision de l'État et notamment de l'arbitrage de 2023 ou pas. C'est ce que j'en ai compris. D'accord. Ok. Je n'ai pas participé à cet entretien. D'accord. Et donc la question de la pollution des eaux, à votre connaissance, n'est pas évoquée parce que nous, ce que nous avons au dossier, c'est que Benoît Faraco, qui est le conseiller environnement de l'Élysée, le 18 décembre 2024, écrit à M. Kohler que le problème est celui de Perrier, je cite, « Les sources sont de plus en plus régulièrement polluées, notamment de sources bactériologiques et en partie de matière fécale. Cela disqualifie donc régulièrement les eaux qui doivent être traitées pour être rendues propres à la consommation, ce qui constitue une grosse perte de valeur pour les entreprises. » Est-ce que, pour vous, c'était ça le sujet de cet échange? Pas à ma connaissance. Pas à votre connaissance. Merci. Dernière question. Président. Vous disiez tout à l'heure que vous avez été très investi dans les questions déontologiques de votre profession, présidence puis vice-présidence d'une association. C'est autant donc à celui qui a été investi dans ces fonctions qu'aux citoyens que je parle. Est-ce que vous trouvez normal que des faits qui ont été révélés aux autorités publiques à la mi-2021, il ait fallu attendre janvier 2024 et une enquête de presse pour que le grand public et les consommateurs en soient informés,
Et quel est votre regard sur cet état de fait? Mon regard, il est très simple. Je pense qu'il y avait la nécessité, et cette chronologie que l'on peut considérer comme étant peut-être trop longue, cette chronologie était nécessaire pour réaligner l'ensemble des pièces du dispositif, des différentes parties prenantes de la machine étatique et administrative, IGAS, ARS, etc. Donc ça a effectivement pris du temps, et comme je vous l'ai dit, dans l'accompagnement que j'ai pu faire, Nestlé était plutôt à essayer de pousser, de demander une accélération des choses, plutôt que de vouloir les ralentir. Et ce réalignement, est-ce qu'il vous semble incompatible avec le fait d'informer le consommateur du sujet qui le concerne, à savoir que les eaux traitées ne répondent plus aux critères de la naturalité des eaux minérales naturelles? Je crois que le consensus général de toutes les parties prenantes à ce dossier a toujours été qu'à partir du moment où il n'y avait pas d'enjeu de sécurité sanitaire, vous pouvez léser les droits du consommateur. C'est pas une question de... Non, je ne pense pas que personne l'ait jamais formulé comme ça, si je puis me permettre. Je sais bien, mais dans les faits, est-ce qu'on est bien d'accord que lorsque le Service national d'enquête évalue une fraude de l'ordre de 3 milliards d'euros et qu'il est décidé de la laisser se perpétuer, on est bien dans le fait que le consommateur est lésé dans ses droits? Est-ce que vous partagez cette analyse? C'est votre analyse. Moi, je pense que je ne le résumerai pas de cette manière-là. Bon, vous avez terminé, monsieur le rapporteur? Peut-être que vous arrivez à la même solution, mais en passant pas avec les mêmes mots. C'est-à-dire que voilà, peut-être vous seriez pu enroborer plus les choses. Je me comprends. Voilà. Monsieur le rapporteur est un peu moins sénatorial. Même et malade, un peu de surpoids. Bon, j'espère que soignez-vous pour demain. Donc, écoutez, merci beaucoup, monsieur Bouvier, pour ce temps d'échange. Mes chers collègues, je permets juste de vous rappeler que nous nous retrouverons demain à 16h30, puis après 17h30, en salle 263. On montera de niveau pour notamment des auditions qui me paraissent intéressantes par rapport aux auditions passées, puisque nous allons auditionner les responsables techniques et opérationnels de chez Nestlé Water, et notamment aussi un ancien directeur industriel. Et permettez-moi de vous sensibiliser, si vous pouvez être là demain, parce qu'avec monsieur le rapporteur, en début de séance à 16h30, nous avons 2 informations importantes à vous faire part. Donc, nous attendons demain 16h30. Je vous souhaite une excellente soirée, une bonne nuit. Reposez-vous bien, monsieur le rapporteur, pour arriver en pleine forme demain après-midi. Merci beaucoup. Au revoir à tous et toutes.